J'avais 21 ans et j'étais malade. Vraiment malade. Je n'étais pas en danger de mort. Mais je ne pouvais plus respirer par mes sinus. J'avais des douleurs abdominales tellement fortes qu'elles m'empêchaient de penser. J'avais une acné kystique tellement horrible que même sourire était douloureux. C'était mon quotidien. J'avais toujours un mouchoir. J'étais l'enfant qui avait toujours un mouchoir dans sa poche. Vous voyez de qui je parle? C'était moi cet enfant-là. J'ai consulté des médecins. Ils voulaient m'aider. Ils n'ont pas passé 6 ou 8 ans en faculté de médecine sans avoir cette envie d'aider les gens. Mais la fac de médecine leur avait-elle donné les moyens de m'aider? Non, ils n'en avaient pas les moyens. Mais moi, je ne le savais pas. Mon père et mon oncle étaient des chirurgiens orthopédistes célèbres. Il y a plein de médecins dans ma famille. Je faisais donc confiance aux médecins. Année après année, j'allais les consulter. Et vous savez ce qu'ils m'ont donné? Des pilules, des médicaments en spray, des piqûres. Et j'ai fini en chirurgie. Il semblerait que Dieu ou l'évolution, selon vos croyances, avait mis des amygdales dans ma gorge par accident. Par pur hasard. Il faut les enlever, m'ont-ils dit. Par chance, des amis ont eu une discussion avec moi et m'ont dit « Eric, je pense que tu dois changer ton alimentation. Juste pendant 1 mois. » Et c'est ce que j'ai fait. En 2 semaines, mon corps a commencé à changer. 2 semaines après, je n'avais plus d'acné, plus d'allergies. J'avais perdu 16 kilos. Je m'étais complètement transformé. Ce qui m'a rendu vraiment curieux. Vraiment, vraiment curieux. Comment est-ce que j'avais pu consulter des médecins année après année sans avoir obtenu de résultats? Et obtenir tous les résultats souhaités en changeant simplement d'alimentation. Donc un jour, j'ai demandé à un médecin. À l'heure actuelle, j'ai posé cette même question à des centaines de médecins tout autour du monde. Je lui ai demandé combien de temps il avait passé en faculté de médecine. Imaginez que vous êtes médecin et qu'un gamin vous demande « Vous avez passé combien de temps en faculté de médecine ?»« 6 ans. »« Et pendant combien de temps avez-vous étudié la nutrition ?»« Pas longtemps. »« Combien de temps exactement ?»« Eh bien, jamais. » J'étais à un événement en Allemagne il y a à peu près 1 an. Il y avait environ 1500 personnes dans la salle et un médecin était assis plus ou moins ici. Au milieu de ma conférence, je demande s'il y a des médecins dans la salle. Il lève la main, je lui donne un micro. Et devant plus de 1000 personnes en Allemagne, où je n'ai jamais posé cette question avant, je lui demande « Combien de temps avez-vous passé en faculté de médecine ?» C'était un médecin généraliste, donc 6 ans. J'ajoute « Pendant combien de temps avez-vous étudié la nutrition ?» Le micro en main, la caméra braquée sur lui, 1500 personnes le regardant et il dit « Jamais. » Pour plusieurs personnes dans la salle, ça a fait tilt. Ils se sont soudainement rendus compte de l'importance de cette question. Et je vais la reformuler au cas où vous douteriez encore de son importance. Combien parmi vous seraient contents d'emmener votre voiture au garage avec un mécanicien qui n'a jamais étudié le carburant? C'est drôle, non? Un mécanicien qui n'a jamais étudié l'huile de moteur ou l'antigel. Emmèneriez-vous votre voiture dans ce garage? Je vous invite donc à reconsidérer la relation que vous avez avec votre médecin. Un jour, dans un avion, en route vers l'Afrique, où je faisais de la photographie animalière, j'ai lu un article dans lequel on parlait d'éléphants capturés et envoyés dans des zoos et des cirques. Chose qui me répugne, mais ça m'intriguait aussi car l'article racontait une histoire. Ça disait qu'il y a 100 ans, quand ils prenaient ces éléphants et les répartissaient dans des zoos et des cirques, ça leur rapportait beaucoup d'argent, car ça attirait l'attention du public. Mais les éléphants ne vivaient que 6, 7, 8, peut-être 10 ans. Ça ne posait de problème à personne. Ce que je veux dire, c'est qu'en 10 ans, ils avaient amorti leur investissement. Et c'était tout ce qui comptait pour eux. Jusqu'à ce qu'ils découvrent que les éléphants dans la nature pouvaient vivre jusqu'à 70 ans. Tout à coup, ils se sont profondément intéressés à leur investissement. Je suis sûr que certains se préoccupaient pour les éléphants, mais je pense que c'était plus une question de profit et de perte. Après que cette question se soit posée, ils ont été forcés de faire la chose la plus simple au monde. Observer les éléphants dans la nature. Bien sûr, ils auraient pu faire une étude multigénérationnelle, macro- et micronutritionnelle des éléphants, et essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Ou ils pouvaient tout simplement aller observer ceux qui vivaient plus longtemps, et reproduire ce qu'ils faisaient. C'est logique, non? C'est donc ce qu'ils ont fait. Ils ont découvert que dans la nature, les éléphants mangent 200 kg d'herbes fraîches, d'écorces et de fruits de saison. Ils boivent 70 litres d'eau. Je ne sais pas combien de gallons ça fait.
Mais ça fait beaucoup, chaque jour. Lorsqu'ils ont reproduit cela pour les éléphants en captivité, ils ont vécu 70 ou 80 ans, comme par magie. À mesure que je lisais l'article, j'étais de plus en plus captivé, car il répétait une grosse erreur de vocabulaire. Il faisait sans cesse référence au régime sauvage de l'éléphant et à son régime en captivité. Laissez-moi revenir en arrière un instant. L'éléphant avait un certain régime en captivité, quand il était au zoo. Et quand il était dans la nature, il avait quoi? Un régime d'éléphant. Ce n'était pas le régime sauvage de l'éléphant, c'était le régime de l'éléphant tout court. Le perfectionniste en moi voulait prendre un stylo rouge et entourer chaque exemple de ces âneries de régime sauvage dans cet article. C'était faux, c'était le régime de l'éléphant, point. Et en faisant ça, je me suis fait la réflexion suivante. Oh! Les éléphants ont bien un régime, au même titre que tous les autres organismes sur Terre. Chaque organisme a un régime spécifique. Les chênes ont un régime. Les guépards ont un régime. Leur régime, c'est 2,5 kg de viande fraîche, chaque jour. Ils ne mangent pas de charogne. Ils doivent tuer leur proie eux-mêmes. Les hyènes n'ont pas ce problème. Leur régime est différent. Les fourmis coupe-feuilles ont un régime. Qu'est-ce qu'elles mangent? Je sais ce que vous pensez. Mais non! Elles collectent des feuilles, les ramènent, en font du compost et y font pousser des champignons, car elles sont mycophages. Et si vous essayez de leur faire manger des feuilles, elles mourront. Les régimes sont spécifiques. Et les humains en ont un. Les humains en ont un. Je sais que certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais qu'en est-il des régimes selon les groupes sanguins et selon le génome ?» Ok, levez la main si vous avez besoin de vitamine C. Tout le monde devrait lever la main. Ok, et pour les acides gras oméga, qui en a besoin? Encore une fois, la réponse est tout le monde. Et dites-moi, avez-vous besoin de calcium et de fer? Ok, mais attendez! Et les régimes selon les groupes sanguins? Et selon le génome? Ce que je veux dire, c'est que tous les Homo sapiens ont besoin des mêmes choses. Nous avons des capacités de production différentes. Certains d'entre vous sont intolérants au gluten, d'autres ont des problèmes avec le lactose, et je comprends. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que s'il y a tellement de personnes qui ont des problèmes avec le lactose, c'est un indice. Et si vous n'êtes pas sensible au lactose, je me sens mal pour vous. Car ça veut dire que votre alarme intérieure a été désactivée. Vous n'en souffrez pas, donc vous continuez à en consommer. Et selon l'école d'infirmière de Harvard, ça vous donne 30% de probabilité en plus de développer un cancer des ovaires ou de la prostate. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'est faux. C'est pour ça que vous ne verrez plus jamais ces pubs. Vous pouvez chercher, en Grande-Bretagne, au Canada ou aux États-Unis, vous ne verrez plus jamais de pubs venant de l'industrie laitière vous disant que le lait est bon pour vous. Les régimes sont spécifiques. Ce qu'on doit faire, c'est changer de comportement. C'est vraiment ce qui a entraîné la création de WildFit. Je dois vous avouer quelque chose. Toute cette conversation, vous savez, Vishen, Alan, Emily Fletcher, nous voulons être une source d'inspiration. Et je veux que vous écoutiez ceci. Quand j'ai créé WildFit, je savais que je voulais avoir un énorme impact. On a besoin de transformer la vie et la santé de milliards de personnes sur la planète, pour la planète. Ça doit être fait. On se dispute au sujet des politiques de santé publique, d'Obama, de Trump, du système de santé de tous les différents pays. Arrêtez! Qui serait content de payer une assurance auto qui vous facture la même somme d'argent qu'un gamin de 18 ans qui a déjà eu 5 accidents? Qui veut de cette assurance? Vous voulez une assurance basée sur vos propres facteurs de risque? Une couverture universelle des frais de santé ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'autoprise en charge universelle. Vous savez comment l'industrie des régimes fonctionne. Vous écrivez un livre sur un régime, 10 000 personnes l'achètent. 5 personnes ont de très bons résultats, vous prenez leurs photos avant et après, et vous vendez plus de livres. Et si au lieu de ça, on avait 90 sur 100 personnes qui obtenaient de très bons résultats, qu'est-ce qui se passerait? Un grand changement. Et je veux vous dire pourquoi on est capable de cela. Parce qu'un changement durable n'est pas dû à un tas de règles restrictives. Ce n'est pas dû au fait de dire aux gens ce qu'ils peuvent faire ou non. C'est une question de changement d'état d'esprit. Quand on a créé WildFit, c'était vraiment simple. Je savais que je pouvais aider les gens individuellement, mais je savais que ce que je devais faire, c'était les réunir. Nous avons donc créé une communauté, vraiment soudée. Et c'est l'une des raisons principales de notre énorme succès. Je veux que vous y pensiez. Quand vous créez une transformation chez les gens, vous voulez être sûr de changer leur façon de penser. Vous voulez être sûr qu'ils font partie d'une communauté. Mais le plus important, il faut qu'ils se sentent comme des poissons dans l'eau. Parmi ceux qui ont fait WildFit, combien sont arrivés à la première semaine en pensant que j'étais fou? Combien?
Et combien d'entre vous se sont rendus compte que ce n'est pas du tout fou? C'est juste suffisamment fou pour faire une différence dans l'univers. C'est ce dont traite la première semaine, de prendre ses aises et d'apprendre certaines choses. Car si nous voulons des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Et c'est exactement ce dont il s'agit. Votre santé est bien plus déterminée par le fait de donner à votre corps suffisamment de ce dont il a besoin que par le fait d'éliminer des choses. Si on dit au scarabée bousier, « Scarabée bousier, arrêtez de manger du caca, c'est dégoûtant », ils vont tomber malades. Ils ont besoin de ce dont ils ont besoin et vous avez besoin de ce dont vous avez besoin. Vous comprenez? Donc tout ce que je vais vous dire, même à ceux qui n'ont pas encore commencé la quête Wild Fit, ce que je vous propose, c'est de faire ça. Avant de manger des cochonneries, mangez tout ce dont vous avez besoin en premier. C'est la première chose que vous devez faire pour changer les choses. Et grâce à ça, vous pouvez commencer à changer le système.